et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est le 8 décembre, le Paris Basketball a joué 10 matchs de championnat, 3 en Coupe de France, et à quasiment un tiers de la saison de Betclic Elite, nous allons analyser globalement le début de saison parisien, quelles étaient nos attentes, voir ce qui ne marche pas, ce qui marche. Voilà, on va un peu décrypter tout ça. Et pour m'accompagner, ils sont deux. Son équipe NBA n'est pas au meilleur de sa forme. J'avoue que je peux même le dire pour vous deux d'ailleurs. Mais je vais commencer avec Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, comment ça va ? Bah plutôt bien, moi mon équipe NBA va bien. Donc, t'es obligé de le rappeler évidemment. Bah bien sûr. Et puis l'autre du coup dont je vous parlais, fan des Blazers, ça va encore moins bien que les Kings. Salut Lilian. Antoine, tu me dis pourquoi c'est Flavien qui présente l'émission ? Franchement, on aurait je pu pense que la je vais faire partir là. tout de suite. Si c'est pour nous rappeler des choses comme ça, moi j'essaye de penser à autre chose, tu vois, au championnat français, au Paris Basketball, et là, bam, il me ramène à la triste réalité. Pensez que le Paris Basketball va mieux que ces deux équipes-là, on va dire ça comme ça. Franchement, Flavien me faire ça juste avant Noël, je trouve ça vraiment pas cool, tu vois. Bon, comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Facebook et Instagram. Évidemment, vous pouvez retrouver toute l'actualité du club sur notre site, parisbasketball-onair.fr. Et nous, on démarre tout de suite. Paris Basketball On Air, saison 3, épisode 4, let's go. I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket, and you're listening to Paris Basket on Air. Et pour cette première partie, on va parler de ce bilan de Paris, de voir les victoires et les défaites. Paris qui est actuellement 15e de Betclic Elite avec 3 victoires et 7 défaites, qui est qualifié en 8e de finale de Coupe de France, qui affrontera les Metropolitans de Boulogne-le-Valois en février. Je vais commencer direct avec vous, messieurs. Je commence avec toi, Antoine. Quel bilan, là, on tire après 10 matchs de championnat du début de saison du Paris Basketball ? Bah alors, pour répondre à ta question, est-ce que Paris est-il à sa place ? J'ai envie de dire oui, vraiment, parce que en fait, tu payes ta 15e place par plusieurs scénarios. Déjà, tes victoires ratées dans des matchs qui pouvaient être potentiellement gagnables, face à des adversaires gagnables, du moins. Je pense à Roanne, je pense à Fos-sur-Mer. Je mets même une petite parenthèse sur Gravelines. Le match était peut-être un petit peu était gagnable, hein, clairement. Donc tu payes cet apprentissage de Betclic Elite. On savait que ça allait pas être facile. Je pense qu'on avait un petit peu surestimé le fait que le groupe n'avait pas trop changé, qu'on y avait apporté des pièces de renom. Hein. Kyle Allman en Europe, c'était quand même réputé. Il avait une belle réputation avec lui. Et Kyle O'Quinn, pareil, en NBA notamment et un petit peu en Europe juste avant Paris. Donc voilà, je pense qu'on avait un petit peu surestimé cette équipe qui au final m'a mis du temps à apprendre cette division. Le coach l'a dit lui-même, hein, c'est pas évident, le niveau est beaucoup plus élevé, il y a plus d'étrangers, donc ce qui fait que le niveau est rehaussé. Et il y a des défaites logiques, Le Mans, Bourg-en-Bresse, Monaco. Donc c'est un apprentissage, on va dire, normal d'un promu en fait. C'est-à-dire qu'il y a des très belles victoires. On pense à Lasvel, on pense à l'élan Béarnais, même Cholet qui n'était pas évident. Mais non, pour moi c'est logique en fait. Je pense qu'on avait un petit peu surestimé cette équipe. Lilian, justement, Antoine dit qu'on a surestimé cette équipe. Alors en début de saison, je crois qu'on les mettait plus ou moins entre la 8e et la 9e place du championnat. Actuellement, Paris 15e. Est-ce qu'on s'est vraiment trompé ou est-ce que c'est juste très poussif et qu'il y a quand même des choses encourageantes ? Moi, je pense qu'à la fois on avait vu l'équipe plus belle qu'elle ne l'était, mais je rajoutais un truc par rapport à Antoine, c'est que peut-être qu'on avait aussi sous-estimé la densité de ce championnat de Betclic Elite. Je trouve que derrière les deux ogres, Monaco, Lasvel, on s'y attendait pas, Levallois, au final il y en a 3. Derrière, de la place 4 à 18, je trouve qu'il y a vraiment une grosse densité de niveau entre les équipes. Même certaines équipes qui étaient en difficulté en début de saison, elles arrivent à relever la tête, comme Orléans par exemple. Donc je pense que c'est aussi le fait que tous les matchs, et Jean-Christophe Prat se plaît à le répéter, tous les matchs sont vraiment très compliqués et Paris doit se battre à chaque rencontre. Alors il y a eu parfois des victoires peut-être pas forcément méritées comme celle de Cholet, mais en même temps des défaites un peu inattendues comme celle à domicile contre Roanne. Donc tout cela mélangé fait que Paris au final, de ce qu'on a vu en tout cas de ce premier tiers de championnat, au bout de 10 matchs, à la 15e place, Paris est plutôt à sa place, je trouve également.
Pour rajouter ce que tu disais sur la densité de ce championnat, quand on regarde, Fos-sur-Mer est 14e avec 4 victoires. Pau la Cortez est 5e avec 6 victoires et que 2 victoires d'écart entre une dizaine de places dans le championnat. Donc c'est vrai que ça va vite. Paris a eu, on va dire entre guillemets, cette chance de gagner contre l'Asvel et contre Pau pour ne pas se retrouver largué et se retrouver vraiment dans les bas-fonds du championnat. Euh, on se laisse, on va dire, un espoir pour Paris de pouvoir remonter, peut-être de trouver le niveau qu'on pouvait espérer de cette équipe. Moi, il y a quelque chose dont je voulais qu'on parle aussi dans ce bilan. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait énormément la saison dernière, c'est la différence entre le niveau à domicile et le niveau à l'extérieur. Cette saison, Paris à domicile, c'est 2 victoires et 2 défaites. Alors, il y a eu plus de matchs extérieurs parce que Paris a gagné qu'une seule fois hors de ses terres pour 5 défaites. Lilian, sur ce différentiel, est-ce que ça change vraiment les choses encore une fois pour Paris? Je sais que l'année dernière, il y a eu plusieurs séries de matchs où Paris à domicile était vraiment solide. Là encore, et à l'inverse, à l'extérieur, ça allait pas. Est-ce qu'on est encore sur ce biais-là? Bah, on est sur ce biais-là. Alors, comptablement, ça se voit peut-être pas au final, mais dans ce qu'on voit, en tout cas sur le terrain, ça se retranscrit. Le dernier match à Bourg-en-Bresse en est un exemple parfait du fait que Paris peut parfois paraître complètement déconnecté à l'extérieur. Paris sort complètement de son schéma. Et c'est ce qu'on peut reprocher dans les points négatifs de cette saison, c'est que ça s'est répété à nouveau plusieurs fois, le fait que Paris, et notamment les joueurs le disent en conférence de presse après, Paris n'applique pas le plan de jeu prévu au début de la rencontre à l'extérieur. Et c'est assez problématique parce que à domicile, Paris a fait des matchs vraiment très corrects. Il n'y a vraiment que la défaite face à Roanne qui était une ombre au tableau. Sinon, la plupart des rencontres, Paris a rendu des copies cohérentes. Et ouais, c'est ce qui est dommage. Après, c'est là aussi on a gardé une certaine stabilité dans l'effectif. Au final, les aspects négatifs qu'il y avait la saison dernière, malheureusement, ils se retranscrivent aussi un tout petit peu sur ce début de saison en première division. Quelque chose aussi que je vois, c'est que quand Paris gagne de très peu, on va dire, alors qu'à l'inverse, Paris a eu beaucoup de blowout depuis le début de saison lorsqu'ils ont perdu. Juste une stat pour te lancer, Antoine, après. Lorsque Paris gagne, c'est un écart moyen de 5,6 points et qui est vachement boosté par la victoire contre Pau Orthez de 13 points. Et lorsque Paris perd, c'est 11,3 points d'écart en moyenne. Alors, il y a eu Bourg-en-Bresse il y a pas longtemps. Il y a eu Monaco, moins 25. Il y a eu le moins 16 contre Dijon en ouverture de la saison. Et là où Paris a encore du chemin à parcourir sur se retrouver, être fort avec les faibles aussi. Il y a eu des défaites contre Fos-sur-Mer, contre Roanne, un peu pas belles en tout cas. Et Antoine, là-dessus, je sais pas si tu avais aussi vu ça quand Paris doit gagner un match, c'est que tout est connecté parfaitement. Et encore une fois, la marge, elle est vraiment limite. Oui, Flav, je suis assez d'accord avec toi et même avec ce qu'a dit Lilian. Les matchs qui doivent être gagnés, on a tendance à les perdre, on va dire, sur des petits détails. On a assez parlé de celui de Roanne en championnat qu'on perd que d'un petit point. Mais oui, non, je suis d'accord avec ce que tu disais sur ce côté ne pas gagner contre les petits, entre guillemets, même si je trouve qu'on a quand même vachement sous-estimé Fos-sur-Mer, qui est le champion de Pro B. Quand Paris arrive à Fos, on arrive tout de suite avec le rôle de favori, d'équipe un peu plus armée, alors qu'au final, Fos-sur-Mer était meilleur que Paris l'année dernière en Pro B. Après, est-ce que à domicile, tu as aussi le petit côté panache que t'as pas à l'extérieur, où tu as l'impression que les Parisiens, c'est un petit peu tempête dans un verre d'eau, si tu veux, où dès que l'équipe adverse commence à se mettre en place sur son parquet, Paris n'arrive pas du tout à apporter de l'intensité, à s'adapter au jeu proposé, à réévaluer sa défense, notamment je pense à Gravelines, où on se fait totalement avoir et au final on défend même plus sur une équipe de shooters. Donc c'est un gros point à travailler, là où à domicile, il y a quand même plus de fougue, plus de hardeur pour rester dans le match, même si on sent le niveau est supérieur, donc les écarts sont assez serrés, comme tu l'as dit, 5,6 points. Je pensais pas que c'était si peu, tu vois.
Ah bah en fait c'est surtout qu'en 3 matchs, tu n'as gagné que 3 matchs, donc ça va vite. Hein. Contre Cholet, Oui, t'as dont un gagné 2 buzzer en points. plus. Voilà, t'as gagné 2 points contre Cholet, encore une fois sur un peu un shoot miracle. T'as gagné 3 points contre Lasvel dans un match ultra serré. Il n'y a que donc Pau que tu as maîtrisé de A à Z quasiment sur toute la rencontre. Donc oui, effectivement, cet écart de points dans les victoires, il est assez faible. Peut-être que je vous Juste- propose qu'on... Vas-y. Non, je veux dire, la victoire qui a vraiment été plus large, c'est celle contre Rouen en Coupe de France à Cité, qui a été vraiment une belle réussite pour les Parisiens. Ouais, effectivement, mais dans un contexte un peu plus particulier, Oui, à domicile aussi, et dans un match où je suis pas sûr que les deux équipes avaient spécialement envie de gagner la rencontre. Si, je suis pas persuadé de ça. Je vous propose, messieurs, qu'on attaque sur le jeu parisien depuis le début de saison, qu'on vous le décrypte un petit peu sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. On va commencer peut-être par les points positifs avant d'attaquer le négatif. Lilian, toi, est-ce que tu as un point positif là tout de suite? Ben, en préparant cette émission, du coup, forcément, on regarde un petit peu les statistiques sur la LNB. Paris, 12e défense. Très bien, c'est plutôt logique. Mais 12e défense en concédant le deuxième plus gros pourcentage à 3 points pour ses adversaires et le premier pourcentage à 2 points, bah, je trouve qu'on peut vraiment parler de points positifs parce que quand tu as des stats comme ça, t'es plus souvent 17-18 que 12e défense. Donc, comment expliquer qu'au final Paris soit pas si mal classé malgré ses statistiques? Bah, j'ai un peu de mal à me l'expliquer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est positif. Peut-être pour expliquer le fait que les adversaires de Paris aient autant de pourcentage à 2 points. Alors ça, il y a pas de, on sait pas forcément si c'est au cercle, tir à mi-distance, donc c'est à pondérer. Mais Paris est l'équipe qui commet le moins de fautes, donc ça peut expliquer un aussi haut pourcentage pour les adversaires. Mais moi, je trouvais que c'était à mentionner, je trouvais ça assez paradoxal en tout cas que Paris soit une défense entre guillemets moyenne malgré des pourcentages laissés, des pourcentages au tir laissés aux adversaires qui sont plutôt hauts dans la division. puis ça prouve aussi que la défense parisienne a quand même bien travaillé. On sait que le coach voulait vraiment travailler là-dessus, parce qu'au début c'était vraiment catastrophique selon les propos de l'entraîneur. Ah bah il n'y a pas besoin d'écouter Jean-Christophe Prat pour qu'on dise que ce soit catastrophique. Hein. Bah, c'est ça, Il y qu'on avait dise il y que avait juste à maintenant dire on les soit chiffres. 12e. Mais tu vois, Lilian, moi j'ai une question en fait, parce que certes, alors les pourcentages sont vraiment hyper élevés contre Paris et Paris à la 12e défense, mais j'ai l'impression quand même que ça tient sur un fil et que ça relève beaucoup plus de l'exception d'être la 12e défense qu'avec des pourcentages pareils. Et est-ce qu'on n'a pas peur que justement les pourcentages adverses qui s'y restent aussi élevés, bah à un moment ça paye et que tu te retrouves avec une défense qui va encore chuter. Alors là ça tient coup depuis plusieurs matchs et encore Bourg-en-Bresse ça a été compliqué. Mais moi j'ai un peu peur justement que si tu n'arrives pas à faire baisser les pourcentages de l'équipe adverse, qui ont une adresse quand même vraiment folle, parce que tu laisses vraiment beaucoup de tirs rentrer, que la défense s'effondre un peu. Je sais pas, Lilian, si tu as un peu ce Bah, ressenti-là. si tu vois le côté positif, tu peux te dire qu'au final l'échantillon est quand même assez mince, une dizaine de matchs, tu peux dire que c'est une anomalie peut-être. Et si t'es négatif, bah tu te dis justement que bon, peut-être que ça tient qu'à un fil. Je sais pas où est la vérité, peut-être entre les deux, mais L'anomalie, elle est peut-être d'être 12e. Pour moi, je le vois pas, on Mm. peut le voir aussi comme un côté négatif. C'est pour ça. Ah oui, oui, bien sûr, mais je sais pas où se place vraiment la vérité, certainement entre les deux. Il y a pas forcément un côté plus que l'autre, mais bon, c'est pour ça que je tenais à le mettre en avant pour l'instant en tant que point positif. Mais peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, ça va devenir un point négatif, justement. Antoine, est-ce que tu as un point positif que tu voulais mettre en avant? Oui, je voulais vraiment mettre en avant l'adaptation plutôt positive de certains jeunes à la Betclic Elite, notamment Ismaël Kamagaté et Jeanne Bégarin, parce que pour Milan Barbic, c'est un petit peu plus compliqué de par son temps de jeu et sa blessure qu'il a eue récemment à la cheville. Mais donc non, voilà, pour parler un petit peu d'Ismaël Kamagaté, toujours aussi dissuasif dans la raquette, vraiment le passage Pro B Betclic Elite se fait de manière extrêmement fluide. On sent que c'est un joueur qui a beaucoup travaillé, que sa panoplie offensive s'est vraiment développée. On le voit faire des choses, enfin mois après mois,
on a l'impression de découvrir un nouveau joueur et ça c'est plutôt agréable et on se rend compte que c'est devenu une vraie terreur aussi en Betclic Elite. Et voilà, Jeune Bégarin, pareil, joueur qui s'est vraiment bien adapté. Il est arrivé vraiment crevé de son été américain, préparation, fin de saison aussi de Pro B, donc vraiment un été très chargé. Il a mis du temps à s'en remettre, mais au final, il s'adapte vraiment bien au jeu parisien et au jeu de la Betclic Elite. Il fit très très bien avec Kyle Holman. Kyle Holman le disait lui-même, jeu rapide, très athlétique. Donc vraiment, je voulais souligner vraiment cette adaptation de ces deux joueurs-là. Je pensais que ça allait mettre plus de temps, surtout pour Kamagaté. Je pensais que le fait d'arriver dans un niveau supérieur allait être assez problématique, surtout face à des adversaires plus rodés, plus expérimentés. Mais au final, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a eu quelques matchs ratés, mais bon, ça c'est normal. Hein. On est quand même dans un processus d'apprentissage. Mais le match contre Rouen, le match contre Monaco aussi avait été impressionnant. Celui contre l'élan Béarnais récemment, où il finit à 27 d'évaluation, il me semble, dans une victoire, parce que j'ai cité que 2 défaites. C'est plutôt très intéressant. Je sais que Flav, t'aimes bien Kamagaté. Je veux savoir ce que t'en pensais, toi. Alors, t'oublies juste une chose, c'est qu'avec Bégarin, ils sont aussi au All-Star Game cet hiver. Oui, bien sûr. Du coup, ça montre aussi. Alors, certes, on aime bien voir les jeunes potentiels aussi dans ce genre de match, parce que par exemple, il y aura Victor Wembanyama, et je suis pas persuadé qu'il méritait tant que ça une sélection All-Star Game. Parenthèse refermée. Non, sur Kamagaté, c'est vrai que en fait, le passage en équipe de France cet été en tant que partenaire d'entraînement lui a fait énormément de bien, et de tout ce qui est ressorti, c'est que le joueur avait impressionné l'équipe de France, et je pense en fait qu'il est juste resté sur ce nuage. Quand on l'a vu en septembre en pré-saison, c'était extraordinaire ce qu'il avait réussi à faire, et puis là ça va, je trouve que ça va un peu moins bien depuis quelques matchs. Là, Bourg-en-Bresse, il l'a traversé comme un fantôme. Je crois qu'il est à 0 déval, il doit mettre 1 point sur un lancer franc. Je suis pas sûr qu'il ait un rebond même. Bon, c'est peut-être aussi un match raté. C'est ça, 1 point et 0 déval en 19 minutes. Voilà, c'est ça. Et il était transparent du début à la fin. Je crois que c'est son pire match, et c'est le match où je l'ai trouvé le moins bon. Mais effectivement, je donne que des aspects négatifs là, mais c'est un point extrêmement positif. Paris, de toute façon, c'est une équipe qui est jeune, hein, qui a même pas 24 ans d'âge moyenne. Je regardais ça avant le podcast. Et je sais pas où situer ça, mais de toute manière, c'est une équipe qui est jeune. Si tu n'as même pas 24 ans d'âge moyen, sachant que dans l'équipe, tu as un tonton de 40 ans qui remonte vraiment énormément la moyenne d'âge de l'équipe. Et que tu as avec 3 joueurs. Comment ? Que tu avais que 3 joueurs avant le début de saison qui avaient joué en Betclic Elite, il me semble. Gauthier Denis, Amarassi et sûrement un troisième, ou peut-être que je l'invente. Non, je l'ai pas là, mais Amara, oui, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du championnat. Par contre, Gauthier Denis, il y avait joué, mais peut-être 6 ans avant. Avec Le Havre, oui, voilà, il y a longtemps. donc c'était au moment où Le Havre était en JP Elite, et depuis, ils étaient descendus en N1. Il avait eu le temps de descendre en N1 avec eux. Donc, niveau expérience du championnat, de la première division, c'est compliqué. Et effectivement, l'adaptation, en tout cas, de ces deux jeunes, Kamagaté et Bégarin, est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. Je sais pas, Lilian, si toi, tu as une remarque de plus à faire sur les deux. Non, après, ils ont eu. C'est marrant, mais ils ont eu au final un début de saison vraiment différent. Ismaël qui commence vraiment fort. Juan, lui, qui ressortait de tout son été blindé, qui a mis un peu plus de temps à démarrer. Mais au final, bon, là, pour le coup, on n'a pas de chance. Les deux ne se mettent pas au diapason, mais quand ils arriveront à avoir un niveau de jeu constant sur la durée, ça sera vraiment positif. Après, bon, c'est des jeunes joueurs, hein, on peut pas non plus leur demander à chaque match d'avoir les mêmes statistiques. Et pour terminer, peut-être un mot sur Milan Barbic, on a peut-être eu des attentes haut placées après la bonne pré-saison qu'il a fait. Il a eu un peu plus de mal à s'adapter au début de championnat. Puis en plus, voilà, il s'est blessé à la cheville en Coupe de France. Donc, pour sa progression, voilà, c'est un petit frein. Mais j'ai pas non plus trouvé qu'il était tellement en difficulté que cela. C'est plus le fait de se trouver une place derrière Allman et Boatwright qui prennent énormément de place en attaque. Donc, je me fais pas trop de soucis. Mais ouais, pareil, c'est vrai que c'est des plutôt bons débuts pour des jeunes quand tu as 3 jeunes joueurs qui arrivent
au moins ne pas être négatif pour ton équipe quand ils rejoignent la première division. Je trouve que déjà, c'est un point positif. Peut-être pour rebondir sur Milan, moi je le trouve bien moins bon que ce qu'on pouvait espérer. Alors, je sais que certains le mettaient en équipe de France pour la dernière fenêtre internationale. On parle pas de ça, mais je parle de. Il joue beaucoup moins, aussi parce qu'il a Holman et Botwright devant lui, mais je me souviens de Jean-Christophe Rath qui disait enfin, je sais pas s'il avait un peu la tête ailleurs, mais qu'il n'était pas dedans. Par exemple, quand je vois ses statistiques au lancer franc, il a 41% cette saison au lancer franc, Milan. Et ça, c'est des stats qu'on voit chez André Drummond en NBA, hein, mais pas pour un meneur. Pas pour un meneur de son niveau et de sa qualité technique qui est vraiment remarquable. Il a un peu de mal encore à se mettre dedans. La blessure qu'il a eue là, il y a pas longtemps en Coupe de France le ralentit beaucoup, je trouve. Je sais pas à quel point il sera là, s'il sera là déjà contre le Portel ou dans les prochaines semaines, mais faut qu'il puisse monter en rythme et trouver sa place avec les deux meneurs qui monopolisent le ballon devant lui. Parce qu'il a, je pense, un coup à jouer dans cette équipe. Et il a un profil, en tout cas, qui ressemble pas du tout aux deux autres. Mais c'est pas du tout inquiet, juste que c'est peut-être normal pour un jeune, lorsque tu découvres la première division. Et puis c'est un meneur. Hein. Et c'est un meneur. Faut pas l'oublier. Et c'est un meneur à qui tu donnes, du coup, forcément beaucoup de responsabilités, parce qu'il va avoir le ballon en main, plus que, évidemment, par exemple, un Kamagaté qui a moins le ballon, on va dire, dans les mains. Plutôt, est-ce qu'on passe sur les points négatifs, sauf si vous avez d'autres points positifs à aborder? Non, on peut y aller. Non. Eh bien, points négatifs, sur lesquels vous voulez qu'on parte? Parce que je crois qu'il y en a peut-être un peu plus que des positifs. Antoine, un point négatif? L'attaque, je trouve. Je pense qu'on est d'accord tous les trois. L'attaque un peu rouillée, qui a du mal à se renouveler, qui, quand elle est en difficulté, a vraiment du mal à se divertir. Je la trouve vraiment focus sur l'isolation et ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Après, je suis personne pour être dérangé de ça, mais je trouve ça vraiment dommage en fait qu'en une dizaine de matchs, on n'ait pas réussi à trouver ce problème. Alors que sur quelques instants de folie, on se rend compte qu'il y a un potentiel en transition notamment qui est assez redoutable. Je sais pas comment vous voyez ça, mais bon, moi, ce jeu offensif très, très rouillé, je vais redire ça, ça me perturbe. Je pense que ça perturbe un peu, même dans l'efficacité en attaque, Lilian. Je sais pas ce que tu en penses sur le secteur offensif parisien. C'est sûr qu'en dehors du pick and roll, difficile de voir de vrais schémas de jeu, j'ai envie de dire. Après, je trouve quand même qu'à domicile, on voit beaucoup plus de mouvements de ballon qu'on peut voir des fois à l'extérieur. C'est vrai que le ballon est complètement... le mouvement de ballon est complètement stérile. Et c'est dommage, je trouve que à l'extérieur, à domicile, il vit beaucoup plus. On se précipite pas à prendre le premier tir qui semble à peu près ouvert. On cherche vraiment la solution qui pourrait être la plus efficace pour inscrire un panier. Donc c'est dommageable, et c'est aussi peut-être qu'on s'appuie beaucoup et trop sur les capacités de tir en sortie de dribble de Allman et Botwright. Alors si pour Allman ça marche plus ou moins, même s'il prend quand même beaucoup de tirs forcés, alors il les met pour l'instant, donc on va dire que pour lui ça va, mais par exemple à l'image d'un Ryan qui a un pourcentage au tir exécrable sur ce début de saison, ça pose question. On pourrait se dire que peut-être un Dustin Sleva dans certaines situations pourrait être mieux utilisé, même si on sent que lui aussi il a un peu sur certains matchs de difficulté à s'adapter à Betclic Elite. On pourrait se dire que de temps en temps un Gauthier Denis pourrait être plus utilisé sur certains systèmes. Donc voilà, il y a peut-être une répartition des tirs à améliorer. Je trouve que c'est un peu mieux avec Kylo Quinn qui propose des solutions, notamment de par sa vision de jeu, qui est assez incroyable, que je pensais pas. Alors, on sait qu'il avait des mains en or, mais qu'il avait aussi des yeux derrière la tête, ça je m'y attendais pas tellement. Et je trouve que son regain de forme a en tout cas un petit peu bonifié le jeu de l'équipe, notamment en attaque. Tu parlais de Ryan Botwright, je vous faisais la remarque
juste avant le podcast, où Ryan Bothroyd, c'est le deuxième joueur qui tente le plus de tirs dans l'équipe, 8,4 par match. Il en met que 3. Il met quasiment plus de lancers francs par match qu'il met de tirs. Et pourtant, il en prend du coup des tirs, hein, parce qu'il est efficace sur les lancers francs. Et les tirs qu'il prend, ben, ça se voit déjà quand il va prendre un tir. Il garde le ballon 5, 6, 7, 10 secondes à dribbler face à son adversaire. Soit il prend un step back, soit un side step, et souvent ça rentre pas. C'est bien le problème. Ça montre du coup comment dire ça, le fait que Paris n'arrive pas à trouver du jeu. Je te rejoins sur le fait qu'on n'arrive pas à trouver Sleva et Denis sur des systèmes. Denis un peu plus maintenant. En début de saison, je trouvais vraiment. Il a eu un début de saison difficile lui aussi. Et je trouve que ça va un peu mieux. Les tirs commencent petit à petit à rentrer. Et on le voit à chaque fois se balader derrière les écrans avec du mouvement sans ballon pour aller chercher une position de tir à 3 points qui peut être plutôt bonne. Parfois d'ailleurs, en fait, le fait que l'attaque marche pas bien, on se retrouve avec du coup du 1 contre 1, même pour Ismaël, qui, on a un peu de chance maintenant, commence à être efficace sur ce style où il aime bien déborder son adversaire parce qu'il est rapide, même pour un garçon de 2m11. Et peut-être là ce que j'aimerais voir un peu plus du coup, parce que il commence à préchauffer, tu le disais un peu Lilian, c'est Kylo Quinn, de le voir prendre peut-être un peu plus de tirs, puisqu'il en prend 7,7 par match. J'aimerais bien le voir quasiment, pas autant Coleman, mais un peu en dessous quoi. Devant Boatwright par exemple, donner un peu plus de tirs à Kylo Quinn, un peu plus à Sleva quand il est ouvert. Pareil, parce qu'il est capable de mettre des tirs, donc il y aura le jour où ça va vouloir rentrer, il n'y aura pas de souci avec ça. Voilà, je sais pas si Après, vous aviez... le souci aussi, c'est que c'est comme souvent en fin de match, tu t'en remets à tes arrières. Et donc, c'est aussi Ryan qui prend souvent des tirs à la fin, des tirs compliqués. Et c'est des tirs que des fois, tu donnes pas à tes pivots en fin de match, quoi. Ouais, mais C'est aussi un peu pour ça qu'il en a un peu moins, quoi. Oui, mais que tu pourrais donner. Puisque justement, si Ryan il prend les tirs et qu'il les met pas, tu peux essayer d'autres choses. C'est sûr. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou on peut passer Non, peut-être non, sur un autre? je suis d'accord avec le fait que quand Ryan rate ses tirs, on pourrait tenter l'option Kylo Quinn. Par exemple, hein, il y en a plein d'autres des options. Hein. Il y en a d'autres, hein. Gauthier Denis semble retrouver un peu d'adresse. On sait que le début de saison était un peu compliqué pour lui. Défensivement, non, mais offensivement, un petit peu plus. Non, voilà, comme vous l'avez dit, des Sleva, des Gauthier Denis qui étaient des valeurs sur l'année dernière qui pourraient être ressollicités dans des systèmes vraiment un petit peu développer les systèmes et pas s'en remettre aux isolations. Lilian, est-ce que tu as un point négatif Dernier, très rapide. On avait vanté au début, dans la preview notamment, le fait que l'équipe soit restée plus ou moins stable. Il n'y a que 2 grosses arrivées au final. Et au final, ça n'a pas penché en la faveur de Paris dans le bilan. Parce que au final, souvent on vante la stabilité, notamment pour un début de saison. C'est censé cliquer. Là, ça a mis un peu plus de temps. Après... T'as beau garder de la stabilité, mais quand tu montes d'un échelon, aussi la difficulté augmente, donc ça peut rabattre ça. Donc c'est un point très minimal, mais on aurait pu se dire que cette stabilité aurait pu permettre un meilleur début de saison pour Paris. Ouais, je sais pas, Antoine, ce que t'en penses de cette stabilité choisie par le Paris Basketball cet été? Au final, oui, on pensait que ça allait être une force pour l'équipe, puisque le groupe se connaît, on y rajoutait deux joueurs de grand talent. Bon, on va en parler dans la troisième partie, tu l'as évoqué. Mais ouais, ça n'a pas eu la plus-value que ça devait apporter. Je vais vraiment le développer pour chacun des joueurs dans la seconde partie, parce que c'est vraiment un point qui concerne les recrues. Peut-être moi juste un petit dernier point négatif avant de qu'on avance. On parlait de la défense qui était un peu compliquée. Je rajoute peut-être un point sur la défense, c'est ce rebond, le fameux rebond qui nous fait vraiment payer cher à Paris pas mal de rencontres. Paris, c'est la dernière équipe au rebond cette saison avec 28 prises par match.
17e au rebond défensif avec 19,7. Le rebond offensif est un peu meilleur, donc je pense qu'on peut le mettre de côté. Mais c'est vraiment une spécialité maison limite de laisser les rebonds. Et encore une fois, j'avais l'impression contre Bourg-en-Bresse que ça s'était vraiment pas amélioré, ça s'était limite empiré. Comme à partir du moment où Paris n'était pas connecté dans le match, bah, le rebond, tu pouvais le laisser à l'adversaire sans problème. Et Bourg, qui en plus avait énormément de réussite au tir, s'était régalé au rebond offensif sur les tirs qu'ils n'avaient pas pris. Et j'espère que ça va se remettre assez vite parce qu'il y a des garçons pour prendre des rebonds. Kylo Quinn comment dire, et Ismaël Kamagaté sont deux bons rebondeurs. Kylo Quinn, je crois que même c'est le meilleur rebondeur maintenant de l'équipe en niveau statistique. Voilà, il y a du personnel pour prendre du rebond lorsqu'il atterrit proche du cercle. Et puis, juste que les arrières soient connectés si les rebonds sont un peu plus longs. Je sais pas si vous aviez un petit mot là-dessus ou on enchaîne sur le bilan des recrues. Non, on peut enchaîner, je pense. Eh bien, on enchaîne sur notre ami Kyle Holman ou Kylo Quinn. Tiens, je vous laisse choisir sur qui vous voulez qu'on puisse un peu détailler le début de saison. Bon, Bah, on peut par commencer qui on par avait Holman. commencé en début de saison Holman, allez. Eh bien, commençons par Kyle Holman, qui est vraisemblablement le meilleur joueur parisien depuis le début de saison. 15,6 points, qui prend 3,3 rebonds, 4,1 passes. C'est la meilleure éval de l'équipe, mais je ne l'ai pas tout de suite là sous les yeux. Antoine, là, je te laisse démarrer sur Kyle Holman. Qu'est-ce qui fait que le début de saison de Kyle Holman, on l'encense autant que ça? On l'encense autant parce qu'il a été, en début, il s'est tout de suite adapté, enfin, individuellement, hein, je parle à la Betclic Elite, il apportait ce talent, cette fougue, son scoring aussi dans des périodes où Paris ne gagnait pas. Puis il a fait gagner Paris sur ce buzzer contre Cholet, si je me trompe pas. C'est ça. Non, il est un peu iconique, donc non, c'est vraiment c'est lui qui l'apporte. Sa création m'interpelle, je pense qu'il pourrait faire encore mieux. Il a des grosses capacités, mais vraiment moi ce qui m'intéresse c'est son jeu en pénétration. On a l'impression qu'il est vraiment imprenable. En transition, c'est aussi un joueur qui s'adapte très bien aux joueurs déjà en place. Je pense à Jeune Bégarin, Ismaël Kamagaté. On va dire quand ça court, c'est le joueur parfait pour ce genre de situation. Donc je pense que c'est vraiment un talent incroyable qui apporte beaucoup au Paris Basket. Après, voilà, au shoot, je demande encore à voir. Je trouve qu'il a développé son shoot extérieur notamment. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, justement, je trouve qu'il rend des tirs ultra difficiles. Il est clutch en fait, je trouve. Ah non, mais pas forcément dans le clutch, hein, même tout au long du match. Là, je regarde un peu les stats. Il est à 60% au tir, 36,7 à 3 points. Mais vu Bon, ça va vu encore, les ouais. trucs qu'il prend, moi c'est Ouais. plus sur le lancer franc, vu qu'il va chercher pas mal de lancers, parce qu'il provoque 5 fautes par match. C'est peut-être sur le pourcentage de lancer où je le trouve un peu en dessous de ce que j'aimerais. Mais moi, vraiment sur le tir, rien à dire. Vraiment, absolument rien à dire pour le coup. Lilian, je sais pas si... Moi aussi, j'étais surpris des pourcentages quand je me disais la difficulté des tirs qu'il prend est à 36% à 3 points. Moi aussi, ça m'a surpris en regardant les statistiques. Que dire de plus qu'Antoine pour moi, il aurait dû être au All-Star Game à la place d'un des deux jeunes. Bon, à la place de Clairement, Juan, ouais. ça n'est que mon avis. Mais oui, c'est clairement le meilleur joueur de Paris. Ce qui m'a surpris, c'est vraiment son adaptation dès les premiers matchs. Il a pris cette équipe en main. Et c'était pas forcément couru d'avance. Il découvrait le championnat. Donc voilà, mais vraiment, en tout cas offensivement, dans tous les compartiments du jeu, il est vraiment très très bon. Après, là où le bas blesse, c'est forcément en défense. Même s'il a les atouts athlétiques, des fois, à l'image de l'équipe, il manque de concentration. C'est vraiment celui qui parfois commet les plus énormes bourdes. Donc voilà, c'est juste dommage à ce niveau-là. Du coup, en plus, il n'est pas aidé quand il est avec Boatwright sur le terrain. Ça fait vraiment un backcourt qui parfois en défense peine. Même si pour le coup, je trouve que Boatwright essaye, mais il est plus limité physiquement lui pour sa part. Non, mais Holman, vraiment, c'est la bonne. Pas envie de dire la bonne surprise, c'est pas ça, mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment son adaptation aussi rapide. Je m'attendais à ce qu'il ait des statistiques comme ça, mais peut-être pas sur ses 10 premiers matchs.
Et heureusement d'ailleurs qu'il est aussi bon rapidement. Ça permet à Paris au final de ne pas être largué en championnat. Et voilà, on espère qu'il va continuer comme ça et même peut-être réussir à marquer peut-être encore un petit peu plus de points. Si déjà il améliore de quelques pourcentages ses lancers francs, bah, il va pouvoir aussi gratter quelques points dans sa moyenne. Ouais, moi j'ai pas spécialement grand chose à ajouter. Effectivement, moi c'est plus sur la défense. C'est vrai, s'il y a vraiment un gros point, enfin pas un gros point noir, mais un point noir à donner à Kyle Holman, mais son apport offensif valide, on va dire, ce qu'il peut ne pas apporter en défense. Et pour le coup, il y a pas, alors il y a dans le tir, la création de tir pour lui-même, mais je trouve qu'il y a dans la création pour les autres où il y a des choses vraiment ultra intéressantes. Qualité de passe, moi je trouve vraiment vraiment bonne. Alors il fait que 4,1 passes par match, ce qui est entre Pour un combo guard, c'est déjà pas mal. Ah oui, oui, non, non, c'est déjà pas mal. Justement, ce que j'allais dire, c'est il est entre Boatwright, qui est vraiment le meneur-passeur gestionnaire de l'équipe, et Kylo Quinn, qui est 3 passes par match, et qui est, on va en parler après, mais qui est un peu surréaliste cette stat. Et lui, il est au milieu de tout ça. Et voilà, non, c'est vraiment juste en défense que je trouve le garçon un peu limité. Et comme tu le citais, Lilian, parfois, qui se fait passer... t'as l'impression que c'est un espoir, quoi. Donc c'est un peu gênant parfois. Mais, Après, pour pondérer, quand tu joues 35 minutes et que tu portes la balle 25 minutes, je peux comprendre que tu sois moins concerné par la défense. Voilà, c'est lui qui a la plus grosse moyenne de minutes par match, 32 par match, Boatwright 30, et après tous les autres sont en dessous de 25. Donc quand on disait aussi que les arrières ont beaucoup de responsabilités dans cette équipe, c'est que c'est les joueurs qui jouent le plus. Et pour Kylo Quinn, si je vais te lancer d'ailleurs, je te redonne la parole, Lilian, sur Kylo Quinn. Comment on juge le début de saison de Kylo Quinn, qui était vraiment pas bon au début, et là, commence à avoir des choses vraiment intéressantes. Bah, sur ces dernières semaines, on a peut-être ce qu'on espérait dès le début de Kylo Quinn. Et là, ouais, c'est très, très, très positif. Il est arrivé, voilà, hors de forme, ça c'est sûr. Puis lui aussi, il a dû s'adapter à un nouveau championnat et même, on peut presque dire, à un nouveau style de jeu parce qu'au final, il est arrivé en Europe qu'en janvier dernier au Fenerbahçe. Donc, il découvre vraiment ce style de jeu à l'européenne, on va dire, avec Paris pleinement. Et ouais, moi, il manquait, bon voilà, la défense, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'au début, je trouve. Mais c'est surtout en attaque où il apporte vraiment le plus. Des fois, un petit peu, rechigne à avoir vraiment de l'agressivité. Il se contente un peu de ses qualités au tir, mais les pourcentages suivent, donc on va pas forcément lui en tenir rigueur. Mais ouais, je l'ai déjà dit avant, mais sa qualité de passe, vraiment, on sait qu'il a des mains, qu'il avait des bonnes mains. Mais il a sorti des... Surtout, je sais plus le match où il était vraiment en feu, où il fait un début de match vraiment... c'était Lasvel, ouais. Tony Truant, il fait des passes dans le dos. À chaque fois, je crois qu'il a fait au moins une fois par match, une passe dans le dos, ligne de fond, pour un joueur qui cut ou le pivot. Et c'est vraiment pas simple à réaliser. Et vraiment, là, on a le Kylo Quinn qui peut permettre à Paris de se maintenir, tout simplement. Ouais, quand je disais que c'était Lasvel, c'est le début de match où il plante des 3 points, 2 ou 3 points, je crois, au début de match. Il en met 2, je crois, ouais. Il en met 2, après il a 2 passes décisives, dont la passe décisive dont tu parles, Lilian, passe dans le dos pour Kamagaté, alors que personne la voit la passe sauf lui. Et c'est vrai, je vais te lancer Antoine, mais qu'on a un Kylo Quinn maintenant qui peut pas redonner espoir, mais peut-être voir d'autres perspectives qu'on a par rapport à ce qu'on avait il y a encore un mois peut-être. C'est vraiment, Lilian a vraiment bien analysé Kylo Quinn, notamment défensivement, où en début de saison, à son arrivée, on voyait un joueur fatigué qui faisait pas les efforts, qui comprenait pas vraiment les systèmes défensifs, mais bon, c'était peut-être sûrement dû même à sa forme physique. Mais c'est vrai que ça apporte une arme en plus, c'est vraiment le joueur qu'on voulait, des mains absolument incroyables, une vision de jeu, comme vous l'avez dit, il n'y a que lui qui voit certaines actions sur le terrain. Donc non, il apporte un petit peu une nouvelle option. Il pourrait même soulager parfois sur beaucoup de séquences, on l'a évoqué, le backcourt qui est
ultra exposé et ultra utilisé. Ça fait du bien même dans l'aura en fait qu'il a, dans la voix, dans la confiance qu'il peut avoir. On sait que c'est un energizer et même sur le parquet, ça apporte beaucoup de confiance à ses joueurs dans des moments où il y en a besoin. On sait par exemple, comme en Pro B l'année dernière, où des joueurs comme Nobel ou Amara parlaient beaucoup aux arbitres ou apportaient beaucoup de leur voix, de leur expérience, de leur réputation, on va dire ça comme ça. Kylo Quinn peut apporter cette chose-là, même dans l'energizing, dans les moments un petit peu compliqués, ou même vraiment quand ça prend feu, puisqu'il il allume parfois un petit peu les mèches en ce moment. Vous l'avez cité contre Villeurbanne. Ah, mais c'est quand tu dis qu'il parle aux arbitres. Bon, Lilian, t'es plus proche que nous sur le terrain, mais il parle beaucoup aux arbitres. Bah, c'est un joueur qui est très très vocal. Hein, mais... Il ne fait que parler en fait. Il ne fait que parler. Pour Lilian, c'est vrai que c'est un joueur qui est très photogénique. Mais c'est un. Enfin, les gens vont peut-être croire que j'abuse, mais franchement, sur le terrain, Kylo Quinn, c'est un sketch. Je ne connais aucun autre joueur qui est comme ça. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Il est tout le temps en train de rigoler, de parler pour lui. C'est un grand jeu. Il est sur le playground de chez lui un dimanche matin et vraiment, il s'amuse. Et c'est assez fascinant à voir quand même parce que vraiment. Il va avoir des mimiques, des fois il va se foutre de la gueule des arbitres après leur sourire. Enfin bref, vraiment c'est un personnage. C'est un personnage. Mais est-ce que par exemple tu le vois, genre quand il est au poste, tu le vois parler à son défenseur, des anecdotes comme ça? Bon, je suis quand même plus concentré sur la photo que sur ce qu'il dit. Oui, bien sûr. Mais parler, il le fait pas non plus tellement que ça. En fait, c'est plutôt qu'il a des expressions du visage. J'ai envie de dire qu'il communique presque plus avec son visage qu'avec sa bouche. Mais ouais, et puis on le dit, voilà, maintenant il apporte vraiment sur le terrain, mais je pense qu'il apporte autant sur le terrain qu'il apporte à ce groupe de Paris, à ces jeunes joueurs. Je pense que c'est vraiment un mentor et comme on dit en NBA, un vrai vétéran sur lequel on peut s'appuyer. Des fois, c'est un peu un terme galvaudé, mais je trouve que pour Kylo Quinn, c'est vraiment quelqu'un qui va aider les autres à s'améliorer rien qu'en côtoyant tous les joueurs au quotidien. Et c'était pas forcément gagné, hein, parce que bon, c'était peut-être hâtif, mais quand tu voyais son début de saison où il avait du mal à rentrer dans les matchs et tu le voyais déjà avoir ce comportement-là, tu pouvais dire, bon, enfin, il est gentil, mais au final, il est plus saoulant qu'autre chose. Et au final, maintenant, c'est une vraie force, quoi. Et c'est surtout rare venant d'un Américain. C'est rare que ton Américain, souvent c'est ton leader sur le plan sportif, mais sur le plan de la voix, du leadership, c'est pas forcément toujours le cas. Et là, mais moi je me rappelle du Media Day, j'y étais. Il était arrivé depuis quoi, 2 jours? Et on a l'impression que ça faisait 6 mois qu'il était dans l'équipe, quoi. Donc il a vraiment une capacité d'adaptation assez phénoménale. Moi, sur le terrain, juste ce que je voulais peut-être ajouter, c'est que le Kylo Quinn qu'on voit maintenant, justement, capable de trouver des passes lorsqu'il est poste bas, ça va, à mon avis, largement soulager les arrières sur cette création dont on parlait justement comme un point négatif, et que ça peut être un point qui va s'éclaircir au fil du temps si Kylo Quinn est capable justement de... Alors, on dit il a 3 passes par match de moyenne, ce qui est énorme pour un intérieur. Mais comme on le dit, il a des mains incroyables. Donc pourquoi pas, s'il garde ce niveau d'excellence. Et encore, il a 3 passes, mais je trouve que ce sont plus souvent des éclairs de génie que vraiment on lui donne la balle pour qu'il crée. Je trouve qu'on lui donne souvent la balle au poste, et c'est en fonction de comment il analyse la situation qu'il va faire la passe, mais c'est pas forcément prédéfini qu'à tel moment il y a un joueur qui va cutter et qui va lui faire la passe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais justement ça pourrait être une piste à explorer à l'avenir. Bah, pas tellement, parce que je vois, il y a un système que Paris met régulièrement en place, et souvent au début de match, qui est un espèce de jeu en triangle avec un arrière qui vient trouver Kylo Quinn à l'intérieur et qui tout de suite la redonne à Kamagate pour qu'il puisse finir. Et justement, ce truc-là, moi je le vois souvent arriver, et que je me doute bien qu'au bout d'un moment, s'ils le font plusieurs fois, c'est que c'est un système qui est établi. Après, oui, effectivement, il a quand même, en fait, il voit des passes que même le défenseur, il va pas l'anticiper, et que c'est évidemment pas des passes prédéfinies, comme tu disais, qui sont pensées au départ.
Juste dernière chose aussi sur Kylo Quinn pour dire à quel point il est devenu en tout cas ce joueur influent. Je ne pensais pas d'ailleurs que c'était le cas, mais si on regarde les évaluations de chaque joueur, à Paris, Kylo Quinn est devenu la plus grosse éval par match de Paris, devant Kyle Holman. Et ça, je suis un peu surpris, je ne veux pas vous mentir. Je ne sais pas si vous avez eu aussi remarqué ce truc-là, mais ça me choque un peu, j'avoue. Le peu de matchs qu'il a eu en étant très bon fait qu'il est déjà à 15,2 d'éval, quoi. Bah ouais, mais c'est comme Kamagaté avait une très bonne éval aussi au début du championnat. Souvent, les intérieurs sont ceux qui ont les meilleurs évals, donc au final, c'est pas tellement étonnant, même si pour le coup, lui, c'est un intérieur qui prend quand même beaucoup de tirs extérieurs. Donc c'est sûr que c'est à souligner quand même. Est-ce qu'on a un dernier point à ajouter ou on boucle cet épisode? Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a pas mal brossé ce début de saison parisien qui est. Il y a du positif, il y a du négatif. On espère que pour la suite de la saison, ça va. Tous les petits points négatifs vont se peaufiner au fur et à mesure. Ouais, effectivement. Là, il y aura 2 matchs à domicile. On disait justement que Paris avait beaucoup joué à l'extérieur sur ce début de saison. 2 matchs de suite à domicile. Contre le Portel, c'est vendredi à 20h. Et puis le match contre Strasbourg ensuite la semaine d'après. Strasbourg. Aussi à la Carpentier. Nous, on s'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux sur Twitter, @ParisB-8OnAir, Paris Basketball On Air sur Facebook et Instagram. Vous aurez, comme d'habitude, les infos sur les matchs qui vont suivre sur le site parisbasketball-onair.fr. N'hésitez pas à liker le podcast, à le partager à des gens qui ne le connaîtraient pas pour qu'on puisse le faire découvrir à d'autres supporters du Paris Basketball ou non. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus sur YouTube, les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé. Et nous, on va se retrouver au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine. Salut. Bye bye.